Bienvenue dans les coulisses du e-commerce. Je suis Vincent Druel, consultant e-commerce. J'exerce dans l'e-commerce depuis plus de 17 ans maintenant, d'abord en tant que e-commerçant où je vendais des équipements sportifs, puis en agence où j'ai accompagné des grands comptes et depuis 2016, j'ai créé Veridigital pour accompagner les TPE et les PME dans leur développement. Voilà que depuis plusieurs années, j'avais chevillé au corps cette envie de vous montrer les coulisses du e-commerce. Pourquoi? Tout simplement pour apporter de la transparence sur les pratiques. Aussi vous montrer les hommes et les femmes et leur savoir-faire. Vous montrer que l'e-commerce ce n'est pas que du digital et que ça nécessite un véritable savoir de multiples compétences. Ce reportage est à visée pédagogique. Il va vous montrer que vous soyez porteur de projet ou déjà e-commerçant, des façons de faire qui vont peut-être vous éclairer sur le bon chemin à prendre. Alors, pour ce premier reportage, j'ai la chance de pouvoir visiter toute la chaîne de production d'une pépinière qui s'appelle Rouet Pépinière, qui est un de mes clients depuis quelques années. Et Thomas Rouet, co-dirigeant avec son frère, m'a ouvert grand ses portes et je le remercie énormément d'avoir joué ce jeu car véritablement on a plus à gagner à montrer les pratiques responsables des entreprises françaises face à des géants chinois qui ont des pratiques éthiques parfois douteuses. Je vous retrouve après ce reportage parce que j'ai des choses à vous demander. Alors sans plus attendre, générique! Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc vous voyez, on se trouve dans la serre, donc une des serres, et on va découvrir toute la partie de production que tu vas nous faire visiter. Voilà. Donc qu'est-ce que tu vas nous présenter en quelques mots dans cette visite? Aujourd'hui, on va visiter la pépinière, donc pépinière familiale, dans Rouet Pépinière, qui a été créée en 1973, qui a 50 ans. Donc moi, j'ai en charge la distribution des plantes et je suis associé avec mon frère qui, lui, a en charge la production. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on produit nos plantes au sein de la pépinière et je vais vous faire également un focus sur comment on prépare les plantes pour les expédier sur Internet jusqu'au domicile des clients. Donc on te suit. Et ben on y va, c'est parti. Donc là, Vincent, on est à un endroit stratégique dans l'entreprise. Oui. Je vais te montrer l'atelier de rempotage. D'accord. Donc dans une pépinière, on reçoit des jeunes plants, où on fait nos jeunes plants. On fait les deux ici aux pépinières Rouet. Et on les rempote. Et notre objectif, c'est de les faire grandir dans les pots. Mmh. Donc ils sont de cette taille-là ou de cette taille-là, un peu plus petits. Et on les fait grandir. Et une fois qu'ils sont à maturité, on peut les mettre en vente. Ok. Okay, et donc on les vend soit sur Internet, donc directement disponible en ligne sur notre site de vente en ligne rouetpépinière.com. Et là, on peut livrer à domicile. Ou bien on livre également en jardinerie chez nos clients Magasins Verts, Truffaut, Jardiland. Et donc là, c'est de l'expédition en gros. Ok. Voilà. Donc en quelques chiffres peut-être, Rouet Pépinière produit 1 million de plantes par an. Donc c'est 1 million de plantes en pot, en conteneur, qui sont produites sur l'entreprise par an. Il y a des plantes qui sont gardées pendant 4 ans. Donc c'est des cycles de culture qui sont quand même relativement longs. Mais on a également des cycles plus courts. Certains vont durer 3 mois. Oui. Voilà, tout dépend des plantes et tout dépend du produit, entre guillemets, qu'on veut réaliser. D'accord. Donc 3 mois à 4 ans avant d'être vendu. Avant d'être vendu. Donc d'où la nécessité d'avoir des serres, de bien protéger contre les événements climatiques. C'est quoi votre pire ennemi par rapport aux plantes
Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes? Alors, on a les aléas climatiques, tu en as parlé, notamment un gros coup de vent, une grosse tempête. Oui, Donc ça vient, ça peut endommager et ça a déjà endommagé par le passé et donc récemment les serres. Mais ça peut être aussi le sec parce qu'on a des périodes de sec aussi, donc on peut manquer d'eau. Donc il faut gérer l'eau aussi. Donc aujourd'hui on a investi dans du digital pour mieux gérer l'irrigation. d'accord. Donc vous pilotez. On Ouais, pilote les maintenant besoins avec en notre eau. smartphone, on met la bonne quantité d'eau, on sait un peu mieux gérer l'eau justement. Et après les ennemis qu'on peut avoir, bon, ça peut être des ennemis, par exemple des pucerons ou des attaques sanitaires, on va dire. D'accord. Donc on a un suivi phytosanitaire qui est fait par des équipes qui sont bien formées et qui vont suivre la production de manière la plus détaillée, la plus juste possible pour avoir le moins de problèmes. Ok. Donc, cultiver des plantes, ça demande du matériel, ça demande des hommes et des femmes pour bien gérer avec un savoir-faire. Et justement, on va voir le rempotage. Donc là, Alain, il fait un rempotage manuel. Donc pour toutes les plantes qui sont un peu plus volumineuses, donc ça, c'est des plantes qui ont à peu près 6 ans, 6 ans de culture. Donc on rempote un pot de 4 litres dans un pot de 7 litres 5. D'accord. Et donc là, on voit que ça vibre un peu et ça permet de mieux tasser et de mieux répartir le substrat autour de la motte. Comme ça, c'est homogène, on n'a pas de zone vide. Et du coup, l'enracinement se fait nettement mieux. Voilà, et donc on tourne, on fait le geste de tourner pour bien répartir le terreau tout autour de la motte. D'accord. Super. Ce genre de rempotage, on en fait à peu près entre 20 et 30 000 par an, à la main. L'étape suivante après le rempotage, c'est de venir placer les plantes en production. Donc là, sur la pépinière, on a la moitié de la surface qui est couverte, donc sous des tunnels plastiques ou des serres-verres non chauffés. Et on a l'autre moitié, on appelle ça des surfaces extérieures, donc où les plantes sont produites dehors toute l'année. Parce que ce sont des plantes qui préfèrent être dehors et cultivées dehors. Et là, on est sur des rhododendrons, c'est une collection, une spécificité chez Rouet Pépinière. Et donc là, Clément, il est en train de les placer. On appelle ça à touche-touche, c'est-à-dire pot à pot. Les pots sont collés. Ça va favoriser pendant l'hiver l'enracinement puisqu'on va garder la chaleur les unes contre les autres. On va capter un peu de chaleur par rapport à un écartement. Et ensuite, au mois d'avril, la plante va commencer à croître, va commencer à pousser, ça va être le moment de les écarter. Donc on aura une tâche supplémentaire, c'est de les écarter pour favoriser une croissance homogène de la plante, qu'elle ne soit pas gênée avec l'autre. Donc on garde la chaleur en hiver pour favoriser l'enracinement. Et quand on arrive au printemps, c'est-à-dire en avril ou au mois de mai, la plante commence à croître, on rentre dans les beaux jours, et là on écarte, on lui donne de l'air pour croître. Alors ici, on est dans le local de local étiquette. On appelle ça le local étiquette. Vous trouvez toutes les variétés de plantes qui sont produites dans la pépinière. Donc on a une grande salle. Tout est classé par ordre alphabétique. Donc de A, on fait tout le tour jusqu'à Z. On a plus de 600 boîtes ici. Ce qui est important, c'est que chaque plante a une identité, chaque plante a un nom. Chez Rouet Pépinière, on s'efforce, et c'est vraiment important à nos yeux, de vendre et de proposer une plante avec son nom. D'où elle vient, c'est quoi son origine. On ne vend pas un camélia rouge, on vend un camélia japonica Crimson Glory. Parce que c'est son nom, parce qu'il a une origine. Il y a eu quelqu'un qui a créé ou découvert cette variété dans la nature. Et elle a un nom, et c'est vraiment important à nos yeux. Donc vous voyez ici toutes les variétés qui sont proposées dans la pépinière. Est-ce que vous avez des obligations légales ou normatives? Alors on n'est pas spécialement obligé d'y mettre le nom variétal.
mais on a quand même des obligations, notamment au niveau phytosanitaire. Donc nous, on a un numéro au sein de l'entreprise qui nous appartient, qui nous est propre, un numéro phytosanitaire qu'on retrouve, on appelle ça un passeport en fait, un passeport phytosanitaire qui est une norme européenne qu'on est obligé, de porter ce nom. Ça va permettre, en effet, s'il y a un problème phytosanitaire avec cette plante-là dans un jardin ou chez le distributeur, de retrouver de chez qui vient la plante. On a une traçabilité. D'accord. On a des labels, des labels environnementaux, notamment un qui s'appelle Plante Bleue, qui est un label français, qui est très peu connu, mais qu'on retrouve sur les plantes, un logo qui s'appelle Fleur de France. Donc si on adhère à Plante Bleue et si on rentre dans la démarche Plante Bleue, on obtient un label qui s'appelle Fleur de France, qu'on retrouve ici, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres domaines. Voilà, et donc ce label, en fait, c'est un label qu'on obtient, on est audité chaque année, donc on a le label environnemental et on veut passer à un label sociétal. Donc on a fait le picking des plantes, donc on est parti sur le terrain préparer toutes les commandes en bloc et ensuite on arrive ici où on va sélectionner chaque commande. On prend un exemple, voilà ici c'est une personne à livrer du côté de Bordeaux, en Gironde, elle a 2 plantes, donc on a sélectionné les 2 plantes destinées pour sa commande. Voilà. Et ensuite on va passer à une étape qui est importante, c'est le nettoyage. Donc on nettoie chaque plante, les pots sont propres, on enlève bien entendu toutes les mauvaises herbes et on conditionne les plantes dans un sac en plastique biodégradable. Ça a déjà une particularité, c'est que ça va empêcher d'avoir du terreau partout dans l'emballage, donc ça arrive chez vous, c'est propre. Et ensuite on va la conditionner dans un carton qui a été fabriqué pour chaque taille de plante. Un carton qui est vraiment bien costaud, avec double cannelure. C'est vraiment une partie importante dans le processus et dans notre stratégie de livraison. C'est que la plante, elle soit en très bon état à l'arrivée. Oui. C'est une des questions qu'on a régulièrement. C'est comment ma plante va être livrée, est-ce qu'elle va être abîmée. On sait tous que le végétal c'est un peu fragile, hein, ça peut casser, les branches peuvent casser, mais avec ces emballages-là, on n'a vraiment aucun problème. Donc on a imaginé ce carton, c'est nous qui l'avons créé, et depuis qu'on fait ça, on n'a vraiment quasiment pas de problème à la livraison. Donc on a plusieurs modes de livraison, soit à domicile, ça c'est le client qui choisit, sur le site internet, soit un point relais. Oui. Voilà les 2 modes de livraison qu'on propose. Et le troisième, pour les locaux, c'est le click and collect. Donc ils peuvent venir retirer leurs plantes directement à la pépinière. Quel est le rôle que tu tiens au sein de Rouet Pépinière aujourd'hui? D'accord. Donc du coup, ça fait à peu près 5 ans que je suis chez Rouet Pépinière et Oui. du coup, je travaille sur toute la partie communication et marketing. D'accord. Donc de l'acquisition des nouveaux clients, que ce soit sur la partie web, donc en B2C, et je travaille également avec les commerciaux sur la partie B2B, tout ce qui est marketing, email, etc. Et je participe aussi à la notoriété de la marque via les réseaux sociaux. D'accord. Donc, quels sont les réseaux, justement, les canaux d'acquisition que vous utilisez le plus aujourd'hui? Alors, on utilise sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, Facebook, on a aussi YouTube, et puis pour la partie plus professionnelle, on utilise aussi LinkedIn. D'accord. Après, on utilise de l'emailing, et puis du SEO, bien sûr, et on fait un peu de SEA aussi, D'accord. avec de la publicité.
Alors justement, la publicité, le SEO, qu'est-ce que vous internalisez et vous externalisez? Alors, on travaille effectivement avec plusieurs prestataires. Un prestataire en SEO, donc vraiment spécialiste là-dedans, parce on a axé quand même une partie de notre stratégie sur le SEO. Et on travaille avec un prestataire qui nous aide à la mise en place de campagnes d'acquisition notamment. Donc soit sur Facebook, on fait des Facebook Ads, et puis qui nous aide à utiliser au mieux le CRM. D'accord. Voilà. Et le CRM que vous utilisez, c'est? Donc c'est HubSpot. Et HubSpot, Voilà. d'accord. Donc on travaille avec une agence spécialisée dans HubSpot qui nous a aidé à mettre en place tout ce qui est cycle nurturing, segmentation des clients, tout ça. D'accord. Vous faites du marketing automation uniquement avec HubSpot ou avec d'autres solutions? Non, principalement avec HubSpot, parce que maintenant on utilise aussi un autre logiciel d'envoi d'email, Oui. Kiliba, si on peut le citer. Oui, bien sûr. Et voilà, mais sinon principalement HubSpot. Ouais. D'accord. Donc pour la partie B2C, B2B, c'est vraiment l'outil sur lequel vous collectez vos données Voilà. clients aujourd'hui. On collecte toutes les données, on les segmente, on consigne toutes les activités dedans. Au niveau de la production de contenu en interne et en fonction du type de format, du texte ou de la vidéo, comment vous gérez ça? On a Barbara qui est avec nous et qui fait des rushs vidéo. Après, on utilise aussi un prestataire externe pour faire le montage pour certaines vidéos. Après, pour tout ce qui est contenu, on a des rédacteurs. Enfin, on travaille avec des rédactrices, en l'occurrence. Freelance, Voilà. c'est ça? Ouais, d'accord. On a 2 rédactrices en freelance avec qui on travaille. Et puis après, on rédige aussi nous-mêmes du contenu. Des articles, du conseil pour le blog notamment? Oui, voilà. Ouais. Ok. On utilise, maintenant aujourd'hui, on utilise un petit peu l'intelligence artificielle pour faire une base et après on réécrit derrière, bien sûr, pour que ce soit à notre sauce. Beaucoup d'e-commerçants se sont appropriés l'IA pour aider dans la productivité. Ouais. Et est-ce que vous l'utilisez aussi pour autre chose que la rédaction? Alors on l'utilise principalement pour la rédaction. En fait, il faut savoir que tous les logiciels qu'on utilise aujourd'hui, Kiliba, HubSpot, c'est intégré partout. Enfin, même Canva, donc même pour les on utilise beaucoup Canva aussi, j'en ai pas parlé, mais pour tout ce qui est la production graphique, on avait un web designer pour la partie refonte du site web parce qu'on vient de faire une refonte. Après, pour tout ce qui est, par exemple, contenu sur les réseaux sociaux, etc., on va faire surtout avec Canva. Comment ça se passe, le cycle créatif, on va dire, chez vous? En fait, on est déjà donc une équipe de, on va dire, 4-5, dans les bureaux, on va faire des réunions tous ensemble le vendredi où on va un peu brainstormer et on va se répartir. On utilise aussi des outils comme Trello, par exemple, maintenant, depuis à peu près 1 an. D'accord. Mais on est vraiment dans cet état d'esprit de test and learn au quotidien sur tous les sujets, tous les canaux. On a pas mal d'idées de choses à mettre en place et on va tester. Par exemple, des podcasts, on va tester. Si ça marche pas et que ça prend trop de temps, on va arrêter. Si au contraire ça fonctionne, on va continuer. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment très expérimental sur certains sujets. Mais comme les réseaux sociaux finalement. Oui. En fait, là on a aussi donc, dans l'équipe Barbara qui est en alternance cette année. L'année dernière c'était Romane, mais en fait c'est pas la même personnalité. Donc avec elle pareil, on va tester des choses et puis on laisse vraiment... En fait on laisse place à la créativité justement et c'est ça qui permet de faire ressentir un peu, par exemple sur les réseaux sociaux, l'émotion et tout ça, parce qu'on va pas essayer de rentrer dans des cases, quoi. Donc Charlotte, quel est le canal qui génère le plus de chiffre d'affaires aujourd'hui chez Rouet? C'est le SEO. Le SEO, ok. Et quel est le canal qui a le meilleur taux de conversion chez vous? Je dirais l'emailing. L'emailing, ok, très bien. Alors justement, pour savoir ça, vous avez sûrement des tableaux de bord. Donc, comment vous exploitez la donnée aujourd'hui et sur quel outil? Alors, en fait, aujourd'hui, on utilise HubSpot parce qu'on peut créer des rapports dans HubSpot. Et on met en place un Excel, on va dire, avec les différents KPI à suivre pour justement avoir une meilleure visibilité sur l'année de nos objectifs et puis si on les atteint ou pas.
D'accord. Bah, écoute, merci en tout cas du temps passé à répondre à ces questions. Et puis, bah, je te souhaite une très bonne continuation. Et donc, à très bientôt. Merci, à bientôt. Ben, merci Thomas, vraiment on a eu une super visite. Je pense que vous aurez apprécié également de voir tout ce qu'on a pu voir, de la production, rempotage, jusqu'à l'emballage des produits. Et donc là, on va se poser un petit peu avec Thomas pour échanger donc sur l'histoire de Rouet, comprendre un petit peu la jeunesse de Rouet et surtout comment vous êtes venu à faire de l'e-commerce. Qu'est-ce qui a été le déclic? Donc, bah, Thomas, si tu veux bien nous expliquer un petit peu. Alors, avec plaisir, avec plaisir. Rouet Pépinière, bon, c'est une entreprise familiale qui est née en 1973, donc ça fait 50 ans, et donc qui a été créée par mes parents et un couple d'amis. Donc ils ont commencé à 4. À l'époque, ils cherchaient un terrain où ils pouvaient produire des plantes dites de terre de bruyère, donc de la famille des camélias, des rhododendrons, des azalées japonaises, des bruyères, etc. Donc ils ont trouvé ce terrain ici à Plouigneau, donc dans le Finistère Nord, en Bretagne. Et ils ont commencé comme ça. Alors c'était vraiment artisanal au départ, hein. Moi je me souviens vaguement quand j'étais tout petit de voir les parents qui étaient à faire des boutures dans la cuisine. Voilà, vraiment, nous on commençait pas dans le garage, mais on commençait dans la cuisine. Et donc l'entreprise a grandi avec la distribution spécialisée et le boom notamment des jardineries en France vers les années fin des années 70, début des années 80. Donc on a suivi ce mouvement avec des Français qui avaient un petit peu plus de temps libre aussi à cette époque-là et donc dont le jardinage devenait un loisir. Et donc l'entreprise a grandi comme ça. Et en 2003, avec mon frère aîné Olivier, on a décidé de relever le challenge de reprendre l'entreprise familiale, puisque les associés de mes parents décidaient de vendre leur part. Donc 50% des parts, on a commencé à racheter 50% des parts. Et on a démarré en 2003. Donc les premières années, on était vraiment un peu dans le même moule que les 30 premières. Et puis en 2008-2009, même un petit peu avant, on avait commencé à construire une base de données digitalisée, donc c'est-à-dire sur Excel, de toutes nos fiches produits, description, toutes les photos également, parce que mes parents aimaient beaucoup faire des photos de plantes. Ils passaient beaucoup de temps le week-end à venir faire du shooting. À l'époque, c'était des diapositives. Oui. Voilà. Les bonnes soirées diapos. Les bonnes soirées diapos, c'est ça, exactement, on s'en souvient. Enfin, pas tous, peut-être pas tous les auditeurs, mais on s'en souvient. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis, bon, j'avais un ami qui, lui, avait une entreprise, venait de se lancer il avait une agence web à l'époque, fin des études, donc en 2003, pardon. Et en 2008, j'ai fait appel à lui. Je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien avoir un site internet aussi pour la pépinière. Et donc, on a créé d'abord un site vitrine, comme beaucoup d'entreprises, où on présentait la pépinière avec une arborescence très simple. Et petit à petit, on a intégré tous les fiches produits. Et donc, on est passé sous une solution, c'était Magento à l'époque. Ah oui. Voilà, le premier site web, première boutique en ligne, c'était Magento. Donc, on ouvre la première boutique en ligne en 2012, quelque chose comme ça, 2013, il me semble. Et puis, ça vivotait. Honnêtement, ça vivotait. On s'en occupait pas beaucoup, comme pas mal d'entreprises, je pense, de PME. Allez, on a créé un site vitrine, on a chargé les produits dedans. Allez, on laisse aller les choses et puis on pense que ça va fonctionner comme ça, tout seul. Est-ce que le but, c'était de vendre aux professionnels particuliers? En fait, on n'avait pas un objectif bien clair, mais c'était de vendre aux particuliers. Enfin, au début, c'était de faire un site vitrine. Puis ensuite, on a créé
un site de vente en ligne. Et l'idée, c'était de vendre aux particuliers. Et bon, il s'est avéré qu'on n'y a pas mis assez de moyens. C'est monté gentiment quand même, tout seul, sans faire de SEO, comme on dit. C'était un jargon que je ne connaissais pas à l'époque. Même si on m'en avait parlé, on m'avait dit « Ah, ce serait peut-être pas mal de faire un peu de contenu ». Bon, on n'avait pas vraiment le temps, on ne mettait pas de moyens. Donc le site montait tout doucement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde sur la toile dans notre domaine. Et puis, petit à petit, il y a des entreprises, des pure players, comme on appelle, comme on dit comme ça, qui se sont mis vraiment à développer le e-commerce dans les plantes. On s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, on a peut-être notre place à prendre aussi. Et ça a commencé par les pure players et pas par les Truffaut, Gamme Vert. Non, c'est vraiment un pure player qui s'est mis là-dedans. Ouais, D'accord. vraiment un pure player. Ok. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une personne qui a créé plusieurs entreprises, start-up dans des domaines divers et variés. Il a commencé par la plante, il a vendu son site internet et puis il s'est mis dans Oscaro, je crois. Ah oui, Oscaro.com. Voilà. Oui, c'est pas rien. Oui. C'est pas rien, mais il a été visionnaire à l'époque, il s'est lancé dans la vente de plantes en ligne et c'était un des premiers à le faire. On s'est dit, tiens, nous on est producteurs, on pourrait le faire aussi. Et donc là, nous est venue l'idée d'y mettre un peu plus de moyens. Donc on a commencé, disons, à externaliser un petit peu les compétences, parce qu'on n'en avait pas en interne. Et puis quand on commence à faire le calcul, on se dit tiens, je vais embaucher quelqu'un pour gérer le SEO en interne, ça ne génère pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc du coup, on s'est dit on va externaliser. Donc on a commencé à faire appel à des agences spécialisées dans le SEO. Et là, on est en 2015. Et donc on se rend bien compte que on n'est pas très bon. Oui. On n'est pas très bon, mais on a des positions. On ne sait pas comment, mais on a des positions sur la toile. Donc on dit tiens, on va travailler, on va faire un audit de mots-clés, on va travailler le contenu autour de ces mots-clés-là, on va réorganiser notre arborescence. Voilà. Et donc à l'époque, on fait le choix aussi de basculer de Magento à PrestaShop. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, je ne sais plus. Mais tu as suivi les conseils J'ai suivi les conseils d'un spécialiste, voilà, exactement. Et on est passé aussi dans une autre... non, c'est ça aussi, on est passé chez une autre agence web qui, elle, était spécialisée dans PrestaShop. Voilà. Donc, on bascule sur PrestaShop et on commence vraiment l'histoire de la vente en ligne chez Roi Pépinière vers 2016, quelque chose comme ça. Et là, on a vu que les ventes commençaient à grimper gentiment, en faisant un peu de SEO comme il faut, en mettant un petit peu de budget avec des experts. On commence à monter et ça commence à devenir intéressant. On ouvre les premières pages aussi des réseaux sociaux, Facebook, voilà. Mais on manquait encore de régularité. On est monté en chiffre d'affaires sans y mettre trop de moyens, grâce au SEO, on va dire, premier support d'acquisition, le SEO, et que le SEO. On fait du chiffre et là on est en 2017, 2018 et on était sous la marque Rouet Pépinière et à l'époque toute notre activité était sur la vente aux jardineries, donc en B2B. C'était pas encore quelque chose qui était encore dans les mœurs, dans les habitudes d'acceptation, on va dire, que le fournisseur du distributeur vendent aussi en ligne. Et c'est valable pour d'autres secteurs. Et c'est valable pour d'autres secteurs, en effet. C'est une règle assez commune. Voilà, c'était une règle assez commune. Donc on fait un choix assez radical de garder les compétences, qu'on commençait à développer des compétences, et puis l'activité commençait à grandir. On fait le choix radical de créer une autre marque, totalement différente, avec un nom anglais. Voilà, et on garde le site Rouet Pépinière uniquement en site vitrine et on crée un autre PrestaShop sous une autre marque avec d'autres couleurs, un autre graphisme, etc. Et l'aventure part sur une nouvelle société qui vendait uniquement en ligne. Voilà, et là, 2020 arrive et le Covid ferme les portes de toutes les jardineries de France, donc de tous les distributeurs. Et coup de chance, on avait notre boutique en ligne. Et le Covid nous a permis de développer l'activité de la vente en ligne. On était prêts, on avait tout. Notre boutique fonctionnait, le parcours client, il existait, il était là, il était fait. Les fiches produits étaient là, on avait le stock. Et donc là, en plus, en mars-avril, il faisait super beau. Il faisait beau, les Français avaient beaucoup de temps et avaient envie de jardiner. Et ça tombait bien, on était là. Donc
l'activité vente en ligne explose. Ouais. On multiplie par 3 ou 4 le chiffre d'affaires en 2020 Ouais. par rapport à 2019. Et donc on arrive à la fin de 2020, mais on a multiplié par 4 notre chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc on continue l'aventure sous cette marque encore pendant 1 an et demi, jusqu'à 2022, c'est ça, où on prend conscience de la lourdeur de gérer dans une PME 2 marques Ouais. et Parce 2 que sites internet. Vous êtes combien aujourd'hui chez Rouet? Alors chez Rouet, c'est à peu près 40 personnes Ouais. qui travaillent, Et d'accord? combien la prod et combien sur la partie e-commerce vraiment Alors c'est une dizaine de personnes dans les bureaux, Oui, hein. ok. Donc toute la partie administrative qui va comprendre le marketing, qui va comprendre la gestion des réseaux sociaux, qui va comprendre le commerce B2B, le commerce B2C, l'administration des ventes, la direction de production et puis la direction de distribution qui est mon rôle. Donc on est 10 personnes dans les bureaux et 30 personnes sur le terrain. Donc une grosse activité de production sur le terrain. Et donc on prend conscience de la lourdeur de gérer 2 marques. Hein, pour une PME, vraiment compliqué, et 2 sites internet. Donc ça veut dire tout multiplié par 2. Donc à chaque fois qu'on crée une fiche produit sur Rouet, il faut aussi la créer sur l'autre site internet. À chaque fois qu'on crée un post sur Facebook, il faut aussi créer sur l'autre, mais différent, parce qu'on a 2 cibles différentes. On s'aperçoit donc on fait fausse route, on est épuisé mentalement, c'est lourd, les équipes elles sont bourrées d'idées, on a la chance d'être vraiment créatif ici et d'avoir envie de créer des choses, d'apporter des choses, du conseil, et on est frustré. Donc on finit frustré, on finit épuisé. Donc les vacances, ça sert à ça. Sortie de vacances, je décide de fermer cette aventure sous l'autre marque et de tout remettre sur Pépinière. Ouais. Et on se dit, voilà, le Covid est passé par là, les mœurs, les usages, les habitudes sur le digital ont complètement évolué, le e-commerce a complètement évolué. Aujourd'hui, on peut fournir le distributeur et également vendre ses produits en ligne, et c'est le choix qu'on fait. On l'assume, on le fait. Mais quand on prend cette décision, on veut surtout continuer fortement à accompagner le distributeur. Oui. C'est vraiment ce qui nous guide dans nos choix. Il y a la partie e-commerce qui est importante, qui est un grand laboratoire pour nous, qui nous permet de tester des tendances, des nouveaux marchés, des nouvelles tendances au jardin, les tendances jungle, les tendances de terrain sec, les nouvelles gammes qu'on veut voir dans les jardins. C'est vraiment un laboratoire, c'est un lieu d'exploration, mais qui grandit, qui aujourd'hui pèse 7% de l'activité, donc c'est pas beaucoup, mais ça grandit gentiment et ça devient une activité qui est à l'équilibre pour nous. Mais surtout, c'était un outil pour nous pour vraiment mettre en avant aussi nos clients traditionnels, les jardiniers. Donc on a mis plusieurs ingrédients là-dedans quand on a recréé le site et refondu le site. Voilà, parce que du coup c'est une fusion de 2 PrestaShop, donc voilà. Un B2B et un B2C, avec 2 marques différentes. Voilà. Les réseaux sociaux, pareil, fusion, donc tout en un. Donc c'est un projet qui a pris du temps. 1 an. 1 an. Ouais, entre le jour où on a dit on y va, et puis ça en ligne. Et la sortie. Voilà. Ouais. On a pris la décision en septembre, enfin pas 1 an, mais 10 mois. Ouais, on a pris la décision en août. Je t'ai contacté en août. Voilà. Est-ce que Vincent, tu peux nous accompagner? Est-ce qu'il faut fusionner les 2 marques? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ou pas. Et puis bon, bah finalement. Voilà, et toutes les questions sont venues, ou les questions les plus gênantes aussi sont venues. Oui, bien sûr. Je me souviens encore de ta question qui était, mais pourquoi tu continues le e-commerce? Oui. Donc le challenge de répondre à cette question-là. Mais pourquoi il me pose cette question-là? C'est vrai, je ne me la suis jamais posée. Oui. Vraiment, est-ce que c'est rentable? Parce que tu avais regardé les chiffres d'affaires entre les 2 activités. Tu t'es dit, mais vous mettez de l'énergie là-dedans. Est-ce que vous n'en mettez pas trop par rapport à l'autre? Donc voilà, donc on a débattu, on a échangé. Et puis au final, tu as réussi à comprendre nos objectifs, tu as réussi à comprendre où on était positionné, tu as réussi à comprendre un peu la stratégie et nous accompagner là-dedans. Donc on part pour 10 mois de refonte du site avec, comme tu dis, comment on fait pour fusionner 2 marques, 2 activités, B2C, B2B, et apporter l'accompagnement qu'on souhaite à nos clients, à la fois pour le B2C et à la fois sur le B2B, sur le même support, sur le même site internet.
d'avoir une bonne expérience client, B2B, B2C à la fois. À la fois. Bon, Qui est bel enjeu. bel enjeu, en effet. Et là, c'est vrai que tu nous dis, attention, répondre aux deux marchés en même temps, c'est pas aussi évident. Et donc, on a mis 10 mois à échanger. Pendant ces 10 mois, donc, qui a démarré en septembre 2022 jusqu'à juin 2023, on a établi toute une feuille de route. Une feuille de route, voilà, un programme, une feuille de route, des cahiers des charges qui ont été bien ficelés. Donc, tu nous as accompagnés toutes les semaines, on faisait des points, Oui, c'est ça, ouais, des points projets. des points À projets. partir du moment où on lançait la mise en œuvre, avec le pilotage de l'agence, donc qui pilotait le PrestaShop, Exactement. et les parties back-office, toute la connexion, on l'a vu avec Charlotte, Ouais. avec HubSpot, avec votre ERP, etc. C'est ça. Donc, Ouais. il y avait beaucoup de passerelles, des experts externes, l'agence web, toi, ton expertise, stratégie, gestion de projet, le web design aussi, C'est ça. l'expert SEO. Ça, c'est un enjeu clé parce que Clé. c'est 2 sites e-commerce plus 2 blogs. Et donc, en termes de plan de redirection et de stratégie de mots-clés, forcément, est-ce que c'est Roué qui est gagnant sur certaines positions ou IMFG à l'époque? Donc, c'était une étude Assez pointu. assez Ouais. pointue. Ouais. C'est vrai qu'en de temps en temps, tu nous disais, on repart de zéro. Nous, dans notre tête, on disait, mais non, on ne part pas de zéro, on a quand même plein de choses. Mais si au final on repartait de zéro, parce qu'il fallait vraiment tout réécrire, quoi, Ouais. tout réécrire. Bon, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait des bases de données, on avait du contenu, des positionnements, des experts autour pour nous accompagner. Donc ça, c'est vraiment la clé de la réussite du projet, je pense. On aurait voulu le faire seul. Je pense qu'on y était encore, on avait tout fermé là pour le coup. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul site internet, un blog, une marque et une communication plus claire. Donc en juin 2023, on réouvre rouepépinière.com. V2 V2 ou V3, je sais plus en fait. V quoi Au V4 même, je pense. V4, on réouvre rouepépinière.com sous PrestaShop, donc nouvelle version de PrestaShop 1.7.8 maintenant. Avec toutes les fonctionnalités qui vont bien. Et depuis juin 2023, sur le e-commerce, on fait plus 40% d'augmentation de chiffre d'affaires tous les mois. Alors ça, c'est sur la vente directe via l'e-commerce en vente B2C, mais ça a aussi un impact sur le B2B. Alors ça, voilà, c'était un de nos objectifs, un de nos challenges, c'était de faire vivre les deux cibles, comme on l'a dit tout à l'heure. Comment on accompagne aussi le B2B. Et donc, on a mis en place du contenu sur le site internet qui met en avant nos clients traditionnels jardinerie. On fait également un gros travail sur les réseaux sociaux pour mettre en avant les jardineries et nos clients fidèles en jardinerie. Et tout ça permet à la marque Roué d'exister à la fois en ligne, mais également dans les points de vente. Et ça, c'était vraiment un point important pour nous, crucial, et qu'on voulait absolument mettre en avant. Aujourd'hui, notre site internet nous permet, grâce aux pages professionnelles qu'on a mis en place, nous permet d'acquérir, de faire de l'acquisition de nouvelles adresses mail professionnelles. On est quasiment à une vingtaine de nouveaux pros qui remplissent des formulaires sur notre site et chaque mois. Okay. Donc sur une année, c'est énorme. On peut atteindre quasiment 200 nouvelles acquisitions d'adresses professionnelles via notre site internet. Donc il a l'image d'un site de vente en ligne pour les particuliers, mais on y trouve du contenu pour les professionnels et qui leur donne envie d'aller un petit peu plus loin dans l'échange qu'on peut avoir ensemble. Et pour toi, le retour sur investissement de cette fusion-là, parce que c'est quand même pas rien, il y a quelques dizaines de milliers d'euros à mettre sur la table. Tu penses que ce serait amorti dans combien de temps 1 an, 2 ans Si on continue sur cette lancée, je pense que d'ici 2 ans, on aura amorti. Okay. On aura amorti d'ici 2 ans.
c'est un budget, si on parle de budget, qui est entre 80 et 100 000 euros, si on met tout Oui, le temps qu'on tout a passé, inclus. Ouais. toutes les expertises qu'on on a fait appel, c'est pas rien, c'est Bah un non, gros c'est pas budget rien. pour nous par rapport à l'activité que ça représente. Oui. Mais on y voit déjà les résultats. Mm. En fait, on se dit au bout de 2 ans, on amortit, c'est bien, c'est Ouais, très ouais, bien. c'est déjà très bien. C'est déjà très C'est un bien. bon investissement. Voilà, Si on pouvait amortir sa maison qu'on achète en 2 ans, hein, ce serait... on signe tout aujourd'hui. C'est Mais clair. voilà. Et quel a été l'impact sur les équipes aussi? Parce que fusionner, c'est autant B2B que B2C, parce que c'est pas évident non plus de la conduite du changement de ce point de vue-là. Ouais, alors exactement, c'est pas que de l'image ou c'est pas que un site internet. Bah oui. Derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Et donc, on s'attache à certaines valeurs, à certaines choses. Et quand on fait un changement comme ça qui est assez radical, on s'expose en effet à de la gestion humaine qui peut être compliquée pour certains ou très bon pour d'autres. Donc, il faut en management, il faut gérer tout ça. Et le bénéfice est énorme en fait aujourd'hui. C'est qu'on avait une équipe terrain qui finalement, je pense, même c'est quasiment sûr, ne partageait pas l'autre marque. En fait, ne se retrouvait pas dans les valeurs de l'autre marque. Ouais, elle n'était pas impliquée. Elle n'était pas assez impliquée. On essayait de l'impliquer, mais il ne comprenait Oui, pas. ouais. Mais je comprends tout à fait. C'était pas très clair. Pourquoi c'était pas très clair? Parce que même dans nos têtes, c'était pas très clair. Parce que quand on voulait faire concrètement un post ou un compte de contenu sur un réseau ou sur un site internet ou sur le blog, on ne savait pas toujours où se positionner. On en revient toujours à la vision et à la mission de l'entreprise. C'est ça. Donc, ce sont vraiment des points clés. Dès que vous créez une activité, un business, quel qu'il soit, ça fait partie de la plateforme de marque, la vision, la mission, les valeurs qu'on établit au départ. Et ce sera beaucoup plus facile et fluide, en fait naturel, de développer son activité, son offre. Et donc de fédérer une communauté autour de ces valeurs, de clients, mais pas que, aussi de partenaires, d'employés. Donc par marque employeur, c'est beaucoup plus clair et facile. C'est ça. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est quand on regarde aujourd'hui, on avait l'idée de faire participer de plus en plus le terrain justement dans le contenu, les impliquer beaucoup plus en plus dans la communication, faire parler de leur métier parce qu'ils connaissent, ils savent, c'est eux qui savent rempoter, c'est eux qui savent tailler, c'est eux qui savent s'occuper de la plante, donc c'est eux qui en parlent le mieux et on n'y arrivait pas. Et en fait, à partir du moment où tout le monde, déjà en interne, notre petite communauté qui est nos équipes, partage les mêmes valeurs, en fait, on va 10, 20, 30 fois plus vite. Beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on a des équipes ou des personnes sur le terrain qui sont volontaires même pour réaliser des vidéos, pour parler de leur métier. C'est ça. On revient 2, 3, 4, 5 ans en arrière. C'était inconcevable. Inconcevable. Et aussi vis-à-vis des clients, parce que depuis la refonte, on a sollicité les clients via des enquêtes. Et depuis, maintenant, c'est une hygiène, quoi. Chez vous, vous faites ça régulièrement, de solliciter les clients. Ouais, en fait, on s'aperçoit que quand on sollicite les clients, quand on leur donne la parole, quand on leur demande ce qu'ils pensent de nos actions, quand on les sollicite, on a énormément de participation. Et c'est ultra gratifiant parce qu'on se dit ils portent de l'intérêt aussi à ce qu'on fait et eux ça leur apporte peut-être aussi de la considération quelque part et de les solliciter et on grandit beaucoup plus vite parce qu'on a une feuille de route qui se fait naturellement. En fait, on sait où on doit aller. Il va nous orienter sur tiens, ce serait bien si vous faisiez telle ou telle collection de plantes ou telle gamme de plantes. Et finalement, on se dit mais on a la capacité à le faire, on a un outil de production, on a une équipe, on a un savoir-faire. Oui, on y va, ou non, on n'y va pas, ou on y va à cette mesure. Et ça, c'est quelque chose qui nous a libéré aussi, le fait de fusionner les sites et fusionner les marques. Et du coup de concentrer notre énergie sur une marque au service du client. Très bien. Alors, maintenant que tu as un peu de recul et d'expérience sur la partie e-commerce, quelles sont les difficultés ou les points de vigilance si tu devais, par exemple,
moi je suis porteur de projet e-commerce, demain j'ai envie de me lancer, quels seraient les conseils que tu me donnerais voilà, pour bien mener mon projet? Je pense déjà, la première chose, c'est de savoir déjà où on veut aller. Donc, c'est de se rédiger une feuille de route, des objectifs. Voilà. Ça, c'est super important. Départ, ses objectifs. Voilà. Bah, alors, quanti, hein, de chiffre d'affaires, Voilà. de nombre de produits, d'offres. D'offres, etc. Ça, c'est primordial. Déjà, la première chose, c'est d'être au clair avec cette partie-là. Ouais. Ensuite, par expérience, on ne peut pas faire tout nous-mêmes. Oui. Parce que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux. Et quand on ne sait pas faire, on fait appel à des experts. Donc je pense que c'est le deuxième conseil que je pourrais donner. Alors, au départ, on se dit, oh là là, on va avoir un devis d'un consultant ou d'un expert, ça va nous faire mal, je vais essayer de trifouiller de moi-même tout seul à faire le truc. En fait, on s'aperçoit qu'on fait fausse route et qu'on dépense beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de temps et on perd du temps. Donc il faut rester focalisé sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire, moi je connais le produit ou je connais mon service. Je connais l'offre, je connais le marché. Ça, c'est important. Ça, c'est la valeur ajoutée, elle est là. L'autre valeur ajoutée, c'est du SEO. Moi, je conseille de faire appel à un expert, c'est sûr. Si on veut faire même du SEA, je conseille de faire appel à un expert aussi. Si on veut faire du web design, c'est trop compliqué d'aller mettre les mains dedans. Enfin, et puis d'embaucher quelqu'un pour faire du web design. Il y a de plus en plus de corps de métier, d'expertise. Alors ça, je comprends en production. Par contre, il y a une école qui est plutôt qui dit on va déléguer ce qu'on maîtrise. Parce qu'au moins, on sait comment challenger les équipes et leur dire quels objectifs et comment les atteindre. En tout cas, les aider. Ils sont là plus vraiment en mode opérationnel, mise en œuvre. On n'a plus qu'à les piloter. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Si on a cette culture-là, en tout cas, mais quand on ne l'a pas, dans l'équipe et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir 10 ans de SEO, SIA et autres derrière soi, de toute façon, on n'a pas le choix de déléguer. Donc, par contre, je pense que c'est important que tu challenges les prestataires avec ces objectifs. Moi, j'ai des objectifs, j'ai des KPI et c'est important qu'on soit aligné avec ça. Ouais. Exactement, c'est toute l'importance de la première étape, c'est de savoir quelle offre, de savoir quel marché, comment je développe mon commerce en s'appuyant sur des objectifs et donc des KPI qu'on va rédiger. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment une feuille de route, quoi. Bah oui. On a la feuille de route, on connaît quel taux de conversion on vise, quel visitorat on vise, on sait où on va. Et donc du coup, là, on peut challenger en effet un expert. Sinon, on va tâtonner. On l'a fait, hein. Nous, personnellement, on l'a fait, cette erreur. On apprend en marchant. On apprend en marchant, hein, c'est ça, exactement. Oui, oui. On a cette culture-là de test and learn ici, il faut tester et apprendre. Ouais. Mais quand on n'a pas, comme tu dis, les expertises, il faut faire appel à des experts. Mais tant qu'on a une stratégie et des KPI bien clairs, on avance plus vite. Okay. Et on sait où on va. Et on a vu avec Charlotte, qui est au marketing, elle a défini des cibles. Donc il y a une offre aussi. Ça, c'est la clé. Il faut que tout matche bien pour que la vente puisse se faire. Donc ça, c'est un travail quand même d'étude et de mise à jour quotidienne. Donc ce travail est quand même essentiel et pas seulement une fois. Et il est important de le faire dans la durée. Après, comme tu disais, les KPI, c'est du tableau de bord, c'est du pilotage. Et ça, malheureusement, beaucoup de TPE, PME n'ont pas vraiment de tableau de bord. Et ça, est-ce que c'est une difficulté que vous rencontrez, vous, au quotidien, d'avoir du suivi vraiment juste en termes d'indicateurs? Alors, ça a été une difficulté, ça devient de plus en plus simple maintenant. La difficulté, au départ, c'était de comprendre tous ces KPI aussi, où ils nous amènent. Donc, voilà. Et une fois qu'on avait compris jusqu'où ça peut nous amener dans le pilotage et dans le gain de temps qu'on peut avoir, c'est-à-dire je mets une action en place, je mesure tout de suite les résultats, c'est un gain de temps énorme. Voilà. Donc une fois qu'on a compris, là ça va. Et après,
il faut s'outiller, il faut s'équiper, donc il faut connecter GA4, il faut se créer un Google Studio par exemple, avec les remontées de données. Il faut être capable de voir si les remontées de données elles sont bonnes pour bien piloter, pour être serein dans l'analyse des chiffres et aller voir après dans le détail qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Donc c'est vraiment... Et puis c'est le suivi des marges au quotidien, clairement, hein, les ventes, les taux de réachat, etc. Et d'ailleurs, une opération que tu as menée il n'y a pas très longtemps, c'est sur l'emballage et le contrat de livraison. Donc suite à ces indicateurs-là, qu'est-ce que tu as mené du coup comme... Les KPI, voilà. Là on était dans des KPI de gestion qui sont des KPI de contrôle des coûts qui sont primordiaux et stratégiques. Nous on livre une plante. Une plante, en moyenne c'est 3 kilos. Ok. Donc c'est un peu de poids. Ça peut être volumineux, donc ça peut faire une taille, on l'a vu dans la visite, assez importante. Et les frais de livraison dans notre domaine, c'était quasiment 40% du coût. Donc énorme. Énorme. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc ce qui fait que les premières années, on n'était pas rentable. Donc on a mené, grâce à ces KPI, une analyse profonde des frais de livraison et du fonctionnement. Et on arrivait à un premier constat, c'est qu'on passait trop de temps déjà en interne à analyser chaque commande, comment on allait coaliser. Donc déjà ça c'était une perte de temps. Et deuxième point, qui est le premier je pense en fait plutôt qui est important, c'est les coûts. Les coûts. Et donc on a fait cette analyse et aujourd'hui on a complètement changé de prestataire. Donc on change de prestataire de livraison et on a modifié également tout notre colisage. On avait un carton qui couvrait 80% des plants, donc c'était un peu du bricolage. Donc on livrait beaucoup d'air, ce qui n'est pas génial pour la planète non plus. C'est sûr. Pour des gens qui produisent des plantes, c'est vraiment pas très bon. Donc on livrait de l'air, c'est-à-dire qu'on a des petites plantes avec un grand carton. Et donc on a adapté au fur et à mesure 80%, on a divisé par 3, donc on a créé 3 colis qui s'adaptent à chaque taille de plante et qui simplifient la préparation de commande pour l'opérateur. D'accord. Donc ça c'est vraiment les 3 derniers mois, c'est ce qu'on a fait et qui est un point majeur et on démarre 2024 avec une nouvelle logistique, nouvelle logistique interne et une nouvelle logistique de livraison en e-commerce. Ok. Mais là, ça c'est les KPI, c'est l'analyse, le suivi qui nous permettent de... Et je pense qu'on va réaliser 10, 15, voire 20% de gains de coûts de livraison. Ok. Comment tu vois l'avenir là pour l'e-commerce d'un point de vue digital, mais aussi logistique, production, réchauffement climatique, tout y est, hein, il y a beaucoup d'enjeux, clairement. Donc cette année avec Google SGE, l'intelligence artificielle, les marketplaces qui prennent toujours plus de place. Voilà, comment toi tu vois les choses, tu te positionnes en grande ligne. Hein, Ouais, je pense que le e-commerce dans notre domaine va encore se développer. Parce que je pense que la plante, notamment le marché de la plante, n'a pas encore atteint sa maturité sur le e-commerce. On est des métiers de terrien, de production à la base, donc il ne faut pas oublier ça. Donc ce n'est pas naturel chez un producteur à la base de parler de ses plantes, de ses produits. Il y a plein de commerces où le marketing, la communication, c'est déjà intégré, il y a des compétences dans l'entreprise, etc. Ça, ce n'est pas naturel chez les producteurs. Donc on n'a pas atteint le niveau de conseil qu'on peut amener. Donc le digital pour nous, c'est important puisque si nous, producteurs, on ne parle pas de nos plantes, qui va en parler? Est-ce que les distributeurs le font Oui, ils le font. Et le font bien. Alors, je ne dis pas qu'ils le font mal, mais aujourd'hui, en distribution, ils ont beaucoup de produits. Donc, ils proposent beaucoup de produits. On y trouve du terreau qui est important, des pots, de la poterie. On y trouve
bon, la partie animalerie, on y trouve la partie déco. Donc ils ne peuvent pas se concentrer C'est ça. sur Ils tous ne les sont pas produits. des experts, c'est comme dans le digital, hein. Voilà, c'est Clairement. comme dans le digital. Ça reste des exactement. généralistes du plein air ou Voilà, c'est quand je fais appel à toi Ouais. et je te dis, tiens, fais-moi mon SEO, Vincent, tu vas me dire, bah non, Ouais. je vais te trouver un expert. c'est ça. Voilà, tu vois, Ouais. chacun son domaine. Et donc, du coup, nous, on est parti du principe ici de se dire, mais si on ne parle pas de nos plantes, qui en parlera? Donc, on met les moyens pour en parler et le digital est un support pour parler de nos plantes, puisque aujourd'hui, les gens, bien ou mal, utilisent beaucoup leur smartphone Ouais. et sont beaucoup sur leur smartphone. On y trouve plein de belles choses sur Internet, plein d'informations riches. Et nous, on a encore plein de choses à dire. Donc on développe cette année beaucoup la vidéo. Donc on se met à faire du conseil, on va vraiment expliquer notre métier déjà. Proposer des idées aussi d'associations de plantes entre elles dans les jardins qui vont bien sur des thématiques, par exemple terrain sec, ou sur des thématiques jardin jungle, des grandes plantes un peu exubérantes, un peu exotiques. Voilà, donc on va amener tout ce contenu, vidéo, photo, et le digital est un excellent support pour Ouais. ça, quoi. Bien sûr. Donc le e-commerce, je pense qu'il va encore continuer à progresser dans notre domaine. Euh, Après, voilà, on a encore beaucoup de travail à faire au niveau environnemental. Donc, on commence notamment là, sur l'emballage. C'est un point important. Oui. Je reviens dessus, mais ok, on va faire des gains des frais de livraison. Bien Ça, c'est sûr. important pour une Ouais, entreprise. ouais. Mais c'est aussi Mais c'est aussi un point effet important. bénéfique. Un effet bénéfique pour la planète parce bien qu'on va sûr. transporter moins d'air. Mm. Et ça, on a un rôle à jouer qui est encore plus important demain dans le digital, parce que le e-commerce a un peu cette image Ouais, de pas propre. pas propre. Ouais, Voilà, c'est ça. de pas propre. Oui, oui. Quand Et- on pense à certaines enseignes comme Chine ou Temu ou autres qui ont des process pas très éthiques. Exactement. Parfois, Mais, ouais. mais après, voilà, il y a des entreprises en France. Nous, on produit nos plantes. On fait appel à des producteurs de jeunes plants français, majoritairement. On fait aussi nos propres boutures. Donc, on est capable aujourd'hui en France, il y a de l'industrie, il y a des entreprises qui sont capables de produire de A à Z leurs produits sur le territoire Sur le français, sol. avec des ingrédients qui viennent aussi du territoire français et pour arriver dans des jardins français. Donc, on a aussi cette démarche-là à faire à notre niveau, dans la gestion des déchets aussi, parce que ça produit du déchet, le e-commerce en interne. Voilà, le carton, il faut qu'on optimise moins de carton, parce que du coup, ça sera moins d'eau qui seront consommées pour la production du carton. Ouais. Hein, gérer la ressource en eau. Voilà, dans les scotch aussi qu'on va utiliser, on est en train de réfléchir aussi, là on a des sacs en plastique qui sont biodégradables, mais on veut aller plus loin pour trouver un autre système parce que ça ne se dégrade pas assez vite, donc il faut qu'on aille plus loin encore là-dedans. Limiter le plastique aussi, pourquoi pas demain livrer une plante carrément sans son pot directement dans la mode pour que les gens arrivent avec juste un peu de carton autour de la plante et il n'est plus qu'à planter. Donc voilà, on essaye on a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Parce qu'on démarre l'année. Pas de tempête déjà? Pas de tempête, ouais déjà, pas de tempête. Non, bah écoutez, on va essayer de continuer sur cette lancée. Sur cette lancée-là. Ouais. Ouais, exactement. Il y a une belle histoire encore à continuer à écrire. Oui, c'est ce que je ressens dans l'équipe. Les yeux qui brillent et puis beaucoup de créativité. Et on le voit, je vous invite vraiment à suivre les réseaux sociaux de Rouet. Vous verrez des petites vidéos assez drôles, mais aussi de conseils très pro. Donc c'est très varié, on s'amuse bien à vous suivre. Ouais, tant qu'on prend du plaisir, on a... C'est ça, et ça se ressent. Ouais, c'est important. C'est Oui. important, ouais. C'est important que pas simplement les dirigeants ou les patrons prennent du plaisir, il faut que tout le monde prenne du plaisir. Et si tout le monde prend du plaisir, ça va beaucoup plus vite en fait. C'est ça. Beaucoup plus vite. Donc, et c'est ce qui donne envie de se réveiller le matin, quoi. Oui. Moi je vous dis à très bientôt. Donc encore merci Thomas. Merci Vincent. Et puis à une prochaine. On se retrouve comme prévu après ce reportage. Alors j'espère qu'il vous a plu. Ça me paraissait intéressant de pouvoir partager les pratiques de petites et moyennes entreprises françaises. Réaliser un tel reportage m'a pris beaucoup de temps.
C'est à peu près 4 jours de travail entre les déplacements, le tournage, le montage, et ça dans des semaines de travail déjà bien remplies. Alors évidemment, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce pilote, comme on dit. J'ai besoin de sponsors financiers pour pouvoir contribuer à l'élaboration de ces reportages. J'ai besoin d'aide technique pour pouvoir me concentrer, pour pouvoir aussi être plus à l'aise dans l'interview, dans ma façon de m'impliquer dans la découverte des lieux et de pouvoir discuter avec les différentes personnes sans avoir à me charger mentalement de toute préoccupation de temps, de matériel et autres. Alors, si vous avez envie de partager et de vous impliquer d'une manière ou d'une autre dans ce projet, eh bien, vous pouvez me contacter directement sur vincent@veridigital.fr ou aussi vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Voilà, c'est fini pour ce premier numéro. Si ça vous a plu, merci vraiment de le partager, de me faire aussi des commentaires, donc des critiques constructives. Il y a plein de choses à améliorer, j'en suis parfaitement conscient. Et j'espère à très vite sur ce format. En attendant, bon business et portez-vous bien. On utilise aussi des outils comme Trello, par exemple, maintenant, depuis un an, pour se répartir les différentes tâches. Écoute, Coupé.